bienvenue au XVIe siècle, dans le royaume de France. T'as fait bon voyage? Bon, reste bien sur tes gardes parce que c'est un peu dangereux par ici en ce moment. C'est que le royaume est en plein conflit. Quel conflit? Tu vas vite le découvrir. Mais d'abord, faut que je fasse les présentations. Alors, qui avons-nous la chance de rencontrer? À ma droite, Charles IX, le roi de France, en personne. Il est monté sur le trône à l'âge de 10 ans. Aujourd'hui, c'est un grand garçon de 22 ans, mais il a toujours du mal à échapper à l'influence de sa maman. À ma gauche, la mère de Charles IX, Catherine de Médicis. À la mort de son mari, l'ancien roi de France Henri II, le trône revient à son fils aîné, François II, qui meurt un an après. Et hop, autour du garçon suivant d'être couronné, Charles IX. Et comme ce n'est encore qu'un enfant, la personne qui gouverne véritablement, c'est maman. Charles, mon fils, il y a encore trop d'incidents entre catholiques et protestants. Ces tensions fragilisent le royaume. La paix religieuse doit régner de manière durable. Pour unir les deux camps, rien de tel qu'un bon mariage. Mère, les protestants peuvent déjà pratiquer leur religion dans certains endroits du royaume. C'est déjà beaucoup. Que faire de plus? Stop! Petite pause explication. Les catholiques et les protestants croient en Jésus-Christ et pratiquent donc tous une religion chrétienne, mais pas tout à fait de la même manière. Voici un catholique et un protestant. Tu ne remarques aucune différence et c'est normal. Pour les catholiques, une personne gagne sa place au paradis en étant croyante, en ne commettant pas de péché et en accomplissant de bonnes actions. À cette époque-là, certains membres de l'Église ajoutent que le fait de donner de l'argent à l'Église peut effacer les péchés commis. C'est un bon moyen pour celle-ci de remplir ses caisses, mais cela ne plaît pas à tout le monde. Au début du XVIe siècle, des croyants, guidés par le moine allemand Martin Luther, décident de s'élever contre cette pratique. On les appelle alors les protestants. Pour eux, il faut croire en Dieu et faire le bien gratuitement afin d'obtenir le salut. Ils pensent aussi que tout le monde doit avoir facilement accès aux textes de la Bible. Ceux-ci seront donc traduits du latin au français. Autre grande différence, les catholiques reconnaissent l'autorité du pape qui est leur chef. Les protestants, eux, ne lui obéissent plus. Aïe, fin de la parenthèse. Je te laisse avec Catherine et Charles. Tchou! Un mariage, c'est ce qu'il nous faut. Nous allons unir ta sœur Marguerite, qui est catholique comme toute la famille royale de France, avec un prince protestant, Henri de Navarre. Mère, si je peux me permettre... Trêve de bavardage. Je vais envoyer une lettre aux parents de cet Henri pour régler l'affaire. Marier une princesse catholique avec un prince protestant, voilà de quoi satisfaire tout le monde. Mère, vous avez vraiment de bonnes idées. Je sais, mon fils, je sais. Dis donc, il y a du monde par ici. Normal, aujourd'hui, c'est un grand jour. Henri de Navarre et Marguerite de Valois, la sœur du roi, se marient. Et qui a la chance d'assister à la cérémonie? Qui? Ben, toi. Par contre, il se passe des choses bizarres pendant ce mariage, non? Oui, et je dirais même plus, des choses très bizarres. Observe bien la scène. Il y a 7 objets ou personnages qui n'ont rien à faire en 1572. Clique sur eux pour les faire disparaître. Désolé madame, pas de hamburger à cette époque. Allez, déplace cette loupe sur le décor et dès que tu aperçois un intrus, vise-le avec la cible et clique dessus. À toi de jouer. Et oui, à cette époque, on ne trouve pas encore de boîte aux lettres jaunes dans les rues de Paris. Mais sais-tu que les premiers bureaux de poste ont ouvert en France seulement quelques années plus tard, à la fin du XVIe siècle? Bien joué, pas de billets de banque à cette époque. On paye avec des pièces seulement. En France, on peut aussi utiliser des pièces italiennes, espagnoles ou hollandaises. C'est l'euro avant l'heure. Bravo! Léonard de Vinci est mort en 1519, 53 ans avant ce mariage. Ce grand artiste et inventeur n'a donc pas pu y assister. C'est juste, Henri de Navarre deviendra roi de France sous le nom d'Henri IV seulement 17 ans plus tard, en 1589. Pour le moment, le roi, c'est Charles IX.
Exact. Au XVIe siècle, les rues de Paris ne sont pas éclairées. La nuit, il ne fait pas bon s'y promener. Un voleur caché dans l'obscurité aurait vite fait de vous sauter dessus et de vous détrousser. Brrr. Bien sûr, le déodorant en spray n'existe pas encore. À cette époque, les gens ne prennent pas souvent de bain. Alors, pour masquer les mauvaises odeurs, on s'asperge de parfum. Pouah. Facile celle-là. Au XVIe siècle, pas de téléphone portable ni d'internet pour poster son meilleur profil sur les réseaux sociaux. Bien joué, tu as retrouvé tous les éléments qui n'appartenaient pas à cette époque. Maintenant, retournons à la cérémonie. Il y a quand même une drôle d'ambiance. Les invités et les mariés n'ont pas l'air contents d'être là. Que se passe-t-il exactement ? Clique sur eux pour le savoir. C'est moi, Marguerite de Valois. Je connais Henri de Navarre, mon futur époux depuis l'enfance. Ce sont nos mères qui ont arrangé ce mariage pour rapprocher les catholiques et les protestants. Sincèrement, je ne sais pas si ça va marcher. Je me présente, Henri, roi de Navarre. Mon royaume se situe dans le sud-ouest de la France actuelle. Il est tout petit, mais j'en suis très fier. Chez nous, presque tout le monde est protestant. Ce mariage, j'apprécie Marguerite, mais entre nous, ce n'est pas le grand amour, tu sais. Je suis un noble protestant, et je ne vois pas ce mariage d'un très bon œil. Comme tous les chefs protestants venus à la cérémonie, je me méfie de la famille royale de France. Et si c'était un piège ? Nous, les Parisiens, on est presque tous catholiques. Henri de Navarre, lui, est un huguenot. C'est comme ça qu'on appelle les protestants. On n'est pas d'accord avec ce mariage. Cet Henri est venu avec ses hommes, qui sont armés. S'ils veulent la bagarre, ils vont l'avoir. Tu te rends compte ? Comme Henri de Navarre est protestant, il va se marier devant la cathédrale et il n'assistera pas à la messe catholique qui sera dite à l'intérieur. Moi, je trouve ça choquant. Bon, ce mariage entre Henri de Navarre et Marguerite de Valois, c'est pas gagné. D'ailleurs, j'en vois deux qui s'ennuient sérieusement. C'est long, tu ne trouves pas ? Oh oui, et j'ai faim en plus. Je m'appelle Charlotte. Et toi ? Je ne t'ai jamais vue à la cour. C'est normal, je suis venu à Paris avec mon maître exprès pour le mariage. Nous vivons dans le royaume de Navarre. Sa famille et lui sont des proches d'Henri, le marié. Oh, alors ton maître est protestant et... toi aussi ? Ben oui, et toi ? Moi, je suis catholique, comme ma maîtresse, Catherine de Médicis. Et c'est la mère de la mariée. Pas grave, regarde, on n'a pas la même religion, et pourtant, on est d'accord. Ce mariage est à mourir d'ennui. Oh oui, c'est vrai. Et même que j'ai faim, moi aussi. Dis, on essaiera de se retrouver après la cérémonie ? Tu pourrais me faire visiter le palais royal, et puis on pourrait peut-être faire un petit détour par les cuisines. D'accord, mais il faudra être discret. Je ne pense pas que nos maîtres apprécieraient de nous voir. Oh là là, il s'est passé quelque chose ici. Quoi, c'est où ici ? Bah, c'est chez l'amiral de Coligny. Comment ça, qui ça ? Coligny, le chef du parti protestant en France, et l'un des conseillers de Charles IX, le roi. C'est bien ça. Mais d'ailleurs, comment se fait-il qu'un protestant soit le conseiller d'un roi de France catholique ? Eh bien, parce que voilà 4 ans à peine, une guerre a éclaté entre protestants et catholiques français. Quand la paix a été signée, il y a 2 ans, le roi a demandé à Coligny de réintégrer le conseil royal, car c'est un grand chef militaire. Super intéressant tout ça. Mais Coligny est blessé, je vous signale. Alors c'est pas trop le moment de papoter. Moi, si j'étais toi, j'essaierais d'interroger tout ce petit monde pour savoir ce qui s'est passé. Clique sur les personnes présentes pour écouter leurs témoignages. Le roi est venu me voir. Je lui ai demandé de ne pas chercher à me venger. Hélas, les nobles protestants, en colère, ne sont pas de cet avis. Ils réclament justice. Ce matin, mon maître rentrait tranquillement chez lui après avoir assisté au conseil du roi, lorsque 2 coups d'arquebuse ont été tirés et l'ont touché au bras et à la main. Un chirurgien est venu soigner ses blessures, mais il est encore très faible. Le roi Charles IX commence à écouter un peu trop les conseils de Coligny. L'amiral veut que la France soutienne les Hollandais protestants contre les Espagnols catholiques. Mais Catherine de Médicis refuse que la France participe à ce conflit. Les chefs catholiques non plus. C'est pour ça qu'on a voulu tuer Coligny.
On a voulu assassiner l'amiral de Coligny. C'est un coup des catholiques. Avec mes compagnons protestants, je suis allé sur les lieux du crime. Nous avons retrouvé l'arme encore fumante dans la maison d'un proche du duc de Guise. C'est un des chefs du clan catholique. Fuyez, mes compagnons. Tout cela va mal finir. Non, mon ami, nous faisons confiance au roi Charles IX. Il a promis de retrouver le coupable de cette tentative de meurtre et de le punir. Nous espérons qu'il tiendra parole. Vous avez entendu la nouvelle? Il paraît qu'on a essayé de tuer l'amiral de Coligny. Qui a pu faire ça? En même temps, c'est bien fait pour ce maudit protestant. Ces mauvais conseils sont en train de tourner la tête du roi. Moi, avec tous ces chefs huguenots dans Paris, je ne suis pas tranquille. Cette histoire est en train de mal tourner. Que va-t-il se passer? Pour le savoir, il n'y a qu'une solution. Écoutez aux portes. Mère, que faire? Les protestants veulent qu'on attrape le coupable de l'attentat contre l'amiral de Coligny et que je rende la justice. Mon frère, le clan catholique n'acceptera jamais ça. L'amiral de Coligny est un chef protestant et il a eu ce qu'il mérite. D'ailleurs, je suis persuadé qu'avec ses amis huguenots, il complote contre vous, le roi de France. Contre moi? Ce n'est pas juste. Je n'ai rien fait. Mon fils, calme-toi. Les protestants vont peut-être chercher à se venger. Il faut agir. Cela me révolte, car je veux à tout prix la paix entre les catholiques et les protestants. Mais nous sommes obligés de faire quelque chose. Nous devons nous débarrasser de certains nobles protestants, ce soir même. Mais nous ne toucherons pas à un seul cheveu des princes du sang. Ton nouveau beau-frère Henri de Navarre sera épargné. Mère, c'est terrible. Il y a des chefs huguenots qui dorment dans des chambres à côté de la mienne. Je ne veux pas entendre ce massacre. Il n'y a pas d'autre solution. Bien. Je vais donner des ordres à mes gardes. Peut-être qu'en dormant la tête sous l'oreiller, je n'entendrai rien. Une décision terrible vient d'être prise par la famille royale de France et ses conseillers. Aujourd'hui encore, on a du mal à l'expliquer. Charlotte a pris son courage à deux mains pour aller vite prévenir son nouvel ami Grégoire. Grégoire, ton maître est en grand danger. La famille royale a donné l'ordre de tuer tous les chefs protestants. Charlotte, tu as pris beaucoup de risques en venant ici pour le prévenir. Pourquoi veux-tu aider mon maître? Ces guerres entre catholiques et protestants, c'est tellement horrible. Après tout, on est tous pareils. Et puis j'ai peur qu'on te fasse du mal à toi aussi. Tu es mon amie. Merci Charlotte, tu es vraiment une amie en or. J'ai réfléchi à un plan. Je viendrai vous chercher ce soir à la tombée de la nuit. Sais-tu comment ce carnage a commencé? De nombreux nobles protestants, venus assister au mariage d'Henri de Navarre, dorment au palais royal. Dans la nuit, les gardes du roi ont réveillé brutalement les invités, les ont amenés de force dans la cour et les ont tués. Henri de Navarre n'a rien pu faire pour sauver ses amis. Dans la soirée, on est venu le chercher dans sa chambre pour le conduire dans les appartements du roi, où on l'a enfermé. Il n'oubliera jamais cette terrible nuit. Gaspard de Coligny, laissez-nous entrer. Nous avons un message de la part du roi. N'ouvre pas, ça sent le piège aussi fort que du vieux camembert moisi. Nous voici à nouveau chez l'amiral de Coligny, qui est toujours blessé. Des hommes armés, menés par le duc de Guise, l'un des chefs du clan catholique, viennent d'entrer dans sa chambre. Ils tuent sauvagement l'amiral de Coligny et jettent ensuite son corps par la fenêtre. Le chef protestant a fait partie des premières victimes du massacre. Et voilà, il a pas voulu m'écouter. Je l'avais pourtant prévenu, non? Des troupes du roi sont envoyées dans un quartier de Paris où logent aussi des nobles protestants venus pour le mariage. Pour qu'ils ne s'enfuient pas, on décide de fermer les portes de la ville. Et même si certains ont eu le temps de s'échapper, la plupart ont été assassinés, pris au piège. Dans les rues, on se poursuit dans tous les sens, c'est la panique. Pour se reconnaître entre eux, les hommes du roi, tous catholiques, portent une croix blanche sur leur veste. Alertés par le bruit, les habitants de Paris prennent peur. Ils pensent que les protestants sont responsables de toute cette agitation. Les cloches de plusieurs églises se mettent à sonner à toute volée, comme s'il y avait un grand danger. Certains Parisiens pensent qu'ils doivent agir pour défendre leur ville. Ces personnes, des catholiques, s'en prennent alors à tous les protestants, même si ce sont leurs voisins. Des hommes, des femmes et des enfants sont violemment expulsés de leur maison et tués. On en profite alors pour voler leurs biens. La famille royale ne contrôle plus la situation. Alors que seuls les chefs devaient être attaqués, des protestants sont tués partout dans la capitale durant 3 jours. Le massacre de la Saint-Barthélemy a fait entre 2000 et 3000 victimes à Paris. En apprenant ce qui s'est passé à Paris, des catholiques se sont aussi attaqués aux protestants dans d'autres villes de France. Ils auraient fait plus de 10 000 victimes.
C'est l'un des massacres les plus horribles de l'histoire de notre pays. Charlotte, te voilà enfin. J'ai eu tellement peur pour toi. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Les gardes du roi sont partout. Ils massacrent tous les protestants. D'abord, vous allez tous vous habiller comme des domestiques de la famille royale. J'ai apporté ce qu'il faut dans mon baluchon. Ensuite, direction le palais. Le palais royal? Le Louvre? Autant se jeter dans la gueule du loup. Fais-moi confiance, Grégoire. Je sais qui voudra bien nous aider. Mon ami, vous ici, vous avez réussi à échapper au massacre. Oh, je suis si heureux. Oui, votre majesté. Et c'est grâce à cette courageuse petite servante qui s'appelle Charlotte. Avec ses déguisements, on a pu se faufiler jusqu'ici. Jeune fille, je ne vous remercierai jamais assez d'avoir sauvé l'un de mes proches amis et sa famille. Mais vite, il faut vous cacher. Les gardes royaux me surveillent. S'ils vous trouvent ici... C'est trop dangereux. On m'a dit que le massacre des protestants continue dans Paris, mais c'est trop dangereux pour vous de rester ici. À force de négociations, j'ai obtenu cette lettre du roi qui va vous permettre de rentrer chez vous, sain et sauf. Vous serez protégé sur votre route. Henri de Navarre, je vous remercie. Mais vous, qu'allez-vous faire? Hélas, on me retient prisonnier à la cour de France jusqu'à nouvel ordre. Mais je trouverai bien moyen de m'échapper. Maître, je souhaiterais rester ici. Est-ce que vous êtes d'accord? Grégoire, je vais répondre à la place de votre maître. Je vous prends à mon service, ainsi que Charlotte, si elle le veut bien. Oui, voilà. Tout est bien qui finit bien pour Charlotte et Grégoire. Ouf, c'était pas gagné d'avance, hein. Le massacre de la Saint-Barthélemy demeure l'un des épisodes les plus sanglants de l'histoire de France. Hé, tu veux savoir ce qui s'est passé ensuite? Alors clique sur les cartes. En ordonnant le meurtre des chefs protestants, Charles IX ne pensait pas déclencher un tel massacre. Après cet événement, sa santé est devenue de plus en plus mauvaise. Pour certains, cela ne tournait plus rond dans sa tête. Le roi est mort 2 ans après le massacre de la Saint-Barthélemy en 1574. Catherine de Médicis souhaitait la paix entre les catholiques et les protestants, mais elle a échoué. La reine-mère est morte en 1589 à Blois. Elle n'aurait jamais pensé finir ses jours là-bas, car, selon la légende, son astrologue lui avait prédit qu'elle mourrait près de Saint-Germain. Pour conjurer le sort, Catherine de Médicis se tenait donc éloignée des endroits portant le nom de Saint-Germain. À Blois, alors qu'elle était très malade, un prêtre vint la voir. Mais, au moment où elle lui demanda son nom, horreur, celui-ci répondit « Julien de Saint-Germain ». Et oui, elle allait donc bien mourir près de Saint-Germain. Henri de Navarre est devenu roi de France en 1589, car le successeur de Charles IX est mort sans laisser d'héritier. Au début du règne d'Henri IV, il y avait encore beaucoup de conflits entre catholiques et protestants. Mais heureusement, en 1598, Henri IV a signé un texte très important, l'Édit de Nantes. La religion protestante a de nouveau été reconnue en France, et les protestants ont pu la pratiquer dans certains lieux du royaume. Cela a mis fin aux guerres de religion entre catholiques et protestants. Et Charlotte et son ami Grégoire, que sont-ils devenus? Regarde, ce sont des adultes désormais. Depuis leur mésaventure pendant la terrible nuit de la Saint-Barthélemy, ils ne se sont jamais quittés. Et qu'importe leurs différences de religion, ils s'ennuient toujours autant pendant les mariages royaux. Bravo! Tu as terminé cette rubrique.